On m'interdit d'entrer au banquet de mes parents, dehors la mendiante, alors je sors mon téléphone. Et j'annule tout, leur voyage, leur fête, 80 000 € de dégâts. Quelques minutes plus tard, 56 appels manqués. Puis quelqu'un frappe à ma porte. Je suis arrivé au banquet de mes parents et on m'a dit « Désolé, tu n'es pas invité ». Mon père a dit à la sécurité « Dehors la mendiante ». Alors, j'ai tranquillement sorti mon téléphone et j'ai tout annulé. Leur voyage, leur fête, l'appartement de vacances. 80 000 € de dégâts. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a explosé avec 56 appels manqués. Puis, quelqu'un a frappé violemment à ma porte. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la mendiante qu'ils venaient d'humilier détenait les clés de tout leur royaume. Avant de plonger dans les détails de cette soirée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Mon nom est Élise, j'ai 35 ans. Ce jour-là, j'étais assise dans mon bureau à Bordeaux, la lumière dorée de la fin d'après-midi baignant la place de la Bourse à travers ma fenêtre. C'est là que je l'ai vue. Une enveloppe épaisse, couleur crème, avec mon nom calligraphié en lettres d'or. Célébration du succès familial. Une invitation pour un banquet fastueux dans un magnifique domaine viticole de Saint-Émilion. Pendant un instant, un seul instant, mon cœur a vacillé. Une lueur d'espoir, tenace et stupide, s'est allumée en moi. Je me suis dit que c'était peut-être le moment. Le moment où, enfin, il me verrait. Pas Élise l'entrepreneuse, pas Élise le carnet de chèques, mais juste Élise, leur fille. Je me suis souvenu des mots de mon père, 10 ans plus tôt, lorsque j'avais créé ma société avec toutes mes économies. Fais en sorte que je sois fière de toi, ma fille. Cette phrase était devenue mon carburant, ma quête incessante. Et j'avais tout payé pour cette soirée. Le domaine, le traiteur étoilé, les billets de TGV pour la famille venant de Paris. Tout. Pour qu'il soit fier. J'ai choisi ma plus belle robe, une pièce de créateur bleu nuit qui me donnait confiance. En conduisant sur les routes sinueuses bordées de vignobles, un souvenir d'enfance m'est revenu. J'avais peut-être 10 ans. Mon père discutait avec un ami dans le salon. L'ami avait dit, « Vos filles sont charmantes. » Mon père avait répondu, « Ah oui. Agathe, c'est la beauté de la famille. Élise, elle a le cerveau. » Un compliment empoisonné qui avait tracé le cours de ma vie. J'avais passé les 25 années suivantes à essayer de prouver que mon cerveau valait autant que la beauté de ma sœur. Je me suis garé devant le domaine. La musique s'échappait des portes ouvertes, des rires flottaient dans l'air. J'ai pris une grande inspiration et je me suis avancé. Mon père, Bernard, se tenait près de l'entrée. Son sourire s'est figé en me voyant. Son visage est devenu un masque de glace. « Élise. Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il demandé, sa voix dépourvue de toute chaleur. J'ai brandi l'invitation, un sourire nerveux aux lèvres. J'ai reçu l'invitation. Pour la célébration. Il a jeté un regard dédaigneux au carton. Il doit y avoir une erreur. Désolé, tu n'es pas invité. Pars. Le monde s'est arrêté de tourner. J'ai cherché le regard de ma mère, Monique, qui se tenait un peu en retrait. Elle a rapidement détourné les yeux, ajustant le châle sur ses épaules. Ma sœur Agathe, radieuse dans sa robe argentée, se tenait à côté de son mari Clément. Un sourire narquois a étiré ses lèvres. J'ai essayé de protester, de comprendre. « Père, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe ? » L'invitation. Il m'a coupé la parole. Se tournant vers l'agent de sécurité posté près de la porte, il a haussé la voix pour que tout le hall d'entrée puisse l'entendre. Sa voix, forte et claire, a prononcé les mots qui allaient tout faire basculer. « Faites sortir cette mendiante d'ici. » Le mot a résonné. Mendiante. J'ai senti des dizaines de paires d'yeux se poser sur moi, des murmures se sont élevés. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai redressé les épaules, j'ai planté mon regard dans celui de mon père, un regard vide de toute émotion, et j'ai fait demi-tour. Alors que je m'éloignais, les rires étouffés derrière moi étaient comme des poignards dans mon dos.
Il ne savait pas qu'il ne venait pas de fermer une porte. Il venait de déclencher un incendie. Assise dans ma Peugeot, le silence de l'habitacle contrastait violemment avec le tumulte dans ma tête. Le moteur tournait, mais je n'allais nulle part. Mes mains tremblaient sur le volant en cuir. Je n'ai pas pleuré. Les larmes semblaient s'être gelées en moi, tout comme mon cœur. L'espoir, cette petite flamme que j'avais entretenue pendant des années, venait de s'éteindre, laissant derrière elle une obscurité glaciale et une clarté terrifiante. La vérité était là, nue et brutale. Pour eux, je n'étais rien de plus qu'une ressource. Une ressource qu'ils pensaient inépuisable et docile. J'ai pris 1, 2, 3 grandes inspirations. La douleur était une vague qui menaçait de me submerger. Mais sous la douleur, une autre force montait. Une force froide, précise, chirurgicale. La colère. Non pas une colère chaude et explosive, mais une colère calme, calculée. La colère d'une femme qui a enfin compris les règles du jeu. J'ai ouvert la boîte à gants et j'ai sorti mon ordinateur portable. Je ne l'ai pas allumé pour consulter mes emails ou mes réseaux sociaux. J'ai ouvert le dossier qui contenait toute la planification de l'événement. Le plan que j'avais moi-même élaboré. Le budget que j'avais moi-même approuvé. Ce n'était pas une vengeance impulsive. C'était une amputation. Une procédure nécessaire pour retirer la partie gangrenée de ma vie. Chaque clic de souris était un acte délibéré, une réponse à des années d'humiliation silencieuse, une réclamation de ma dignité. Premier clic. Le fichier du traiteur. Je me suis souvenu de la voix de ma mère au téléphone, quelques semaines plus tôt. Oh, Élise chérie, il nous faut le meilleur. Le champagne doit être du Ruinart, pas moins. C'est une question de standing, tu comprends. Il faut montrer que la famille a réussi. J'avais souri tristement en approuvant la dépense. Montrer que la famille a réussi. J'ai ouvert l'interface de paiement de ma société, j'ai trouvé la transaction de 15 000 €. J'ai cliqué sur « Annuler le virement ». Statut, paiement révoqué. Deuxième clic. Le dossier « Voyage de noces, Agathe et Clément ». Ma sœur m'avait appelé en pleurant, se plaignant que leur budget était trop serré pour les Seychelles, leur rêve absolu. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle avait oublié de me remercier, de toutes les fois où elle avait minimisé mes réussites. Je me suis souvenu qu'elle ne m'avait même pas appelé pour mon anniversaire cette année-là. J'ai annulé les billets d'avion et la réservation de l'hôtel de luxe. 9 000 €. Envolé. Troisième clic. L'appartement d'Arcachon. Mon plus gros investissement pour eux. Un magnifique appartement avec vue sur le bassin, où ils passaient tous leurs étés. Mon père m'avait pris par les épaules sur ce même balcon, l'été dernier, un verre de vin à la main. Grâce à toi, ma fille, avait-il dit, la famille a enfin un pied-à-terre digne de ce nom. C'est notre héritage. Notre héritage. Un héritage dont on venait de m'exclure. J'ai accédé au portail de gestion de ma SARL et j'ai gelé immédiatement le prélèvement automatique mensuel qui couvrait le crédit et les charges. 50 000 € d'engagement. Stoppé net. Je n'ai pas oublié le week-end spa à Biarritz pour maman et ses amis, ni les billets de concert pour mes cousins. Tout a été annulé, un par un. Un bilan rapide, 80 000 €. C'était le prix de leur célébration. C'était maintenant le prix de leur trahison. J'ai fermé l'ordinateur. Le silence dans la voiture était maintenant apaisant. J'ai démarré et j'ai conduit lentement, traversant les vignobles endormis sous la lune. Le retour vers Bordeaux s'est fait dans un état de calme étrange. En arrivant devant mon immeuble, j'ai regardé mon téléphone pour la première fois. L'écran était illuminé. 56 appels manqués. Maman. Papa. Agathe. Clément. Des numéros inconnus, probablement des prestataires paniqués. Je suis rentré chez moi, l'esprit vide. La quiétude de mon appartement était un baume. Mais elle ne devait pas durer. Alors que je me versais un verre de vin, un bruit sourd a fait vibrer ma porte d'entrée. Ce n'était pas quelqu'un qui frappait. C'était quelqu'un qui tambourinait, comme s'il venait réclamer une dette de sang. Le bruit était si violent que le verre dans ma main a tremblé. J'ai posé mon vin sur la table basse et je me suis approché de la porte,
le cœur battant à un rythme régulier mais puissant. Je n'avais pas peur. J'étais curieuse. J'ai regardé à travers le Judas. La vision était presque caricaturale. Clément, mon beau-frère, le visage rouge de colère, les cheveux en désordre, martelait ma porte de son poing. Il semblait avoir couru un marathon. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé ma robe et j'ai déverrouillé la porte. Je l'ai ouverte juste assez pour me tenir dans l'embrasure, un sourcil levé. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler en premier. Il n'a même pas dit bonjour. Les mots sont sortis de sa bouche comme une avalanche. Élise. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était stridente, au bord de l'hystérie. J'ai gardé mon calme, ma voix était posée, presque détachée. Je ne vois pas de quoi tu parles, Clément. Tu devrais être en train de célébrer, non? Célébrer? Célébrer? Il a passé une main frénétique dans ses cheveux. Le traiteur vient de remballer toute la nourriture. L'hôtel menace d'expulser tout le monde si le paiement n'est pas fait dans l'heure. Nos billets pour les Seychelles, ils ont été annulés. Annulés en plein milieu du dîner. J'ai feint la surprise, penchant légèrement la tête. Vraiment? C'est terrible. On dirait que quelqu'un a oublié de payer ses factures. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, comme s'il réalisait soudain l'évidence. C'est toi, a-t-il soufflé. C'est toi qui as fait ça. Parce qu'ils ne t'ont pas laissé entrer? Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Non, Clément. Je l'ai fait parce que j'ai simplement cessé de payer pour des choses qui ne m'appartiennent pas. Une fête à laquelle je ne suis pas invitée. Un voyage de noces pour une sœur qui se moque de mon humiliation. Un appartement de vacances où l'on me traite de mendiante. Il a bafouillé, cherchant ses mots. Mais c'était des cadeaux. Tu nous les as offerts. Mon sourire s'est effacé. Ma voix est devenue plus dure, plus tranchante. Un cadeau, Clément, n'est pas assorti d'une facture mensuelle qui arrive sur mon email professionnel. Un cadeau n'est pas une obligation. Et surtout, un cadeau ne te donne pas le droit de me traiter comme un paillasson. Vous avez confondu ma générosité avec une faiblesse. Grosse erreur. Il a tenté une autre approche, essayant de me faire culpabiliser. Il a baissé la voix, un ton faussement conciliant. Écoute, je sais que tu es en colère. Mais Agathe est dévastée. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle a attendu ce mariage toute sa vie. Tu es en train de détruire le plus beau jour de la vie de ta propre sœur. J'ai éclaté d'un rire court et sans joie. Son bonheur? Un bonheur construit sur mon argent et mon humiliation n'est pas du bonheur, Clément. C'est une illusion. Et je viens de couper le courant. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai eu une soirée éprouvante. J'ai commencé à refermer la porte. Il l'a bloquée avec son pied. Tu ne peux pas faire ça, Élise. La famille, nos parents, ils vont te détester. J'ai arrêté mon mouvement et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ils me détestent déjà, Clément. La seule différence, c'est que maintenant, ça va leur coûter cher. Il a retiré son pied, vaincu. Alors qu'il se retournait dans le couloir, il a marmonné une dernière menace. Tu vas le regretter. Nous allons prendre un avocat. Tu vas voir. Je savais qu'il le ferait. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la prochaine pièce du domino qui allait tomber n'était pas celle que je contrôlais. C'était une pièce déclenchée par leur propre cupidité, et elle allait tout changer. Le lendemain matin, je m'attendais à une nouvelle vague d'appels et de messages haineux. Je n'ai pas été déçu. Mais je ne m'attendais pas à la bassesse de leur prochaine attaque. En ouvrant mon ordinateur, une notification Facebook a attiré mon attention. C'était une publication d'Agathe. Une publication, publique, visible par tous nos amis communs, notre famille éloignée, et pire encore, par certains de mes contacts professionnels. Mon sang s'est glacé en lisant ces mots. C'était une longue tirade larmoyante, accompagnée d'une photo d'elle et de Clément, l'air abattu. Elle y décrivait comment sa sœur jalouse et instable, consumée par l'envie, avait piraté les comptes familiaux pour saboter son bonheur et la célébration de notre cher papa. Elle se peignait en victime innocente,
brisé par la cruauté d'une parente malveillante. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Les commentaires affluaient déjà. « Quel courage, ma chérie, c'est honteux, nous sommes de tout cœur avec vous. » Une rage froide m'a envahi. Ce n'était plus seulement une humiliation privée. C'était une diffamation publique. Elle ne se contentait pas de m'exclure, elle tentait de détruire ma réputation, mon gagne-pain. J'ai immédiatement reçu un email d'un partenaire commercial important, un homme d'un certain âge, très conservateur. Le message était court. « Élise, j'espère que ces rumeurs familiales ne sont pas fondées. Nous apprécions la stabilité de nos collaborateurs. » La menace était à peine voilée. Agathe ne s'attaquait pas seulement à la sœur, elle s'attaquait à la femme d'affaires. Honnêtement, à ce moment-là, je me suis sentie complètement démunie face à tant de méchanceté. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné, ou vous seriez-vous battu encore plus fort? J'étais en train de rédiger une réponse à mon partenaire quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu de la région parisienne. J'ai hésité, puis j'ai décroché, prête à affronter un autre créancier ou un membre de la famille en colère. Mais la voix à l'autre bout du fil était calme, professionnelle, et empreinte d'une certaine nervosité. Mademoiselle Élise Renaud? Ici Maître Dubois, l'expert comptable de vos parents. Mon cœur a manqué un battement. Pourquoi m'appelait-il? J'espère ne pas vous déranger, a-t-il continué. Je vous appelle concernant quelques irrégularités que j'ai remarquées dans leur compte récent. Je suis un peu perplexe. J'ai senti une intuition, une certitude glaciale se former en moi. Continuez, maître, ai-je dit, ma voix soudainement très calme. Je suis en train de préparer leur déclaration de patrimoine, et je regarde les documents relatifs à l'appartement d'Arcachon. Les paiements du crédit ne proviennent pas de leur compte, mais d'une société, une SARL au nom de ER Consulting. Je n'ai jamais vu ce nom auparavant. Savez-vous de quoi il s'agit? Le silence dans mon bureau était total. J'ai regardé par la fenêtre, le soleil matinal semblait soudainement plus brillant, plus clair. C'était le moment. Le moment où tout allait basculer dans une autre dimension. Oui, maître, ai-je répondu. ER Consulting, c'est ma société. Il y a eu un autre silence à l'autre bout du fil, plus long cette fois. On pouvait presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Oh, a-t-il finalement dit. Je vois. Puis, j'ai posé la question. La question que je m'étais murmurée à moi-même dans le noir pendant des mois, sans jamais oser y croire vraiment. Dites-moi, maître Dubois. Dans leurs déclarations fiscales annuelles, comment mes parents ont-ils déclaré cet appartement? L'expert comptable a hésité. Il a raclé sa gorge. C'est justement là que se situe l'irrégularité. Ils l'ont déclaré comme un don d'héritage, provenant d'un investisseur familial privé et anonyme. Pour bénéficier d'un abattement fiscal. Il n'y a aucune documentation pour prouver ce don. J'ai fermé les yeux. Le puzzle venait de s'assembler. La publication d'Agathe, la menace de mon partenaire, la colère de Clément, tout cela n'était rien. Un simple drame de cour de récréation. Ce que venait de me révéler cet homme, c'était la vraie nature du jeu. Ils n'étaient pas seulement cruels et ingrats. Ils étaient des fraudeurs. Et ils avaient utilisé mon nom et mon argent pour le faire. Le mot « fraude » flottait dans l'air de mon bureau comme un gaz toxique. L'expert comptable, Maître Dubois, semblait mal à l'aise, conscient de la bombe qu'il venait de lâcher. Il n'avait pas seulement accepté mon argent, il l'avait activement utilisé pour tromper l'administration fiscale, en le déguisant en héritage pour éviter de payer des impôts. Ma générosité était devenue leur complice involontaire dans un acte illégal. Mademoiselle Renaud? Vous êtes toujours là? A demandé l'expert comptable d'une voix hésitante. Je suis sortie de ma stupeur. Ma décision était prise. Oui, maître Dubois. Je suis là. Et je pense que vous et moi allons avoir besoin d'une conversation plus approfondie. Mais avant cela, je dois passer un autre appel. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de mon avocat, Maître Durand, un homme brillant et redoutable qui avait géré tous les aspects juridiques de ma société depuis sa création. Je lui ai tout raconté, sans omettre un seul détail. L'invitation,
l'humiliation à la porte, les mots de mon père, le ricanement de ma sœur, les annulations de paiement, la visite de Clément, la diffamation publique d'Agathe sur Facebook, et enfin, la révélation de l'expert comptable. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, j'ai entendu un petit sifflement admiratif. Élise a 10 mètres du rang, et j'ai pu sentir un sourire dans sa voix. Je dois dire que vous avez un sang-froid remarquable. Mais ce que vous venez de me dire change tout. Ce n'est plus une simple querelle de famille. C'est un cas d'école. Diffamation, abus de confiance, et potentiellement fraude fiscale. Ils vous ont donné toutes les armes dont nous avons besoin. J'ai senti une vague de soulagement. Je n'étais plus seule. Que faisons-nous, ai-je demandé. Nous contre-attaquons. Fortement et rapidement. Premièrement, une mise en demeure par huissier de justice pour Agathe, exigeant le retrait immédiat de sa publication diffamatoire sous peine de poursuite. Deuxièmement, nous préparons un dossier de transfert de propriété pour l'appartement d'Arcachon. Puisque vous pouvez prouver que vous avez effectué tous les paiements, nous allons faire valoir vos droits. Ils ont joué avec le feu, Élise. Maintenant, nous allons les regarder se brûler. Je me suis sentie partagée. Une partie de moi jubilait à l'idée de voir la justice rendue. Mais une autre, toute petite, une partie enfouie de la petite fille qui voulait juste l'approbation de ses parents, hésitait. Je ne veux pas les détruire, maître. Je veux juste qu'ils arrêtent. La voix de mon avocat est devenue plus sérieuse. Élise, écoutez-moi bien. Les gens comme eux ne s'arrêtent pas. Ils ne connaissent que les rapports de force. En ce moment, ils pensent avoir le pouvoir. Nous devons leur montrer, de manière légale et irréfutable, qu'ils se trompent. Il ne s'agit pas de destruction. Il s'agit de protection. Votre protection. Votre réputation. Votre patrimoine. Ces mots ont trouvé un écho en moi. Il avait raison. C'était une question de survie. D'accord, ai-je dit, ma voix plus ferme. Faisons-le. L'après-midi même, l'huissier a été mandaté. Le soir, alors que je parcourais les documents que Maître Durand m'avait envoyés, j'ai vu un appel manqué de ma mère. Elle avait laissé un message vocal. Poussée par une curiosité morbide, je l'ai écouté. Ce n'était pas la voix d'une mère repentante. C'était la voix d'une manipulatrice aux abois. Des sanglots forcés, des phrases hachées. Élise, comment peux-tu nous faire ça? Comment peux-tu détruire ta propre famille pour une petite dispute, un malentendu? Tu as toujours été comme ça, toujours à faire des drames pour rien. La réputation de ton père, les gens vont parler. Qu'est-ce qu'on va devenir? Pas un mot d'excuse. Pas une once de remords. Juste de la peur. La peur du scandale, la peur de perdre leur confort, la peur que leur petit monde parfait s'effondre. J'ai effacé le message sans y répondre. La petite fille en moi venait de mourir pour de bon. Le lendemain, alors que l'huissier confirmait la remise des documents, j'ai reçu un appel. Un appel que je n'attendais pas, d'une personne que je n'avais pas vue depuis des années. Et cet appel allait ajouter une nouvelle couche de trahison à cette histoire déjà sordide. Le nom qui s'affichait sur mon téléphone m'a surprise. Tante Isabelle. La sœur cadette de ma mère. Nous avions été proches quand j'étais enfant, mais les tensions familiales l'avaient progressivement éloignée. Elle vivait à Lyon, et je ne l'avais pas vue depuis au moins 5 ans. Mon premier réflexe a été la méfiance. Mes parents l'avaient-ils envoyée comme émissaire pour me faire changer d'avis? J'ai décroché, gardant une voix neutre. Bonjour, tante Isabelle. Élise, ma chérie, sa voix était chaleureuse, mais inquiète. J'ai eu ta mère au téléphone. Elle était hystérique. Elle m'a raconté une histoire abracadabrante à propos d'une fête, d'argent. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il se passe? Je me suis préparée à une nouvelle tentative de manipulation. C'est une longue histoire, tante. J'ai le temps, a-t-elle répondu. Ta mère dit que tu es en train de ruiner la famille. Je connais ma sœur, Élise. Je sais qu'elle peut être difficile. Mais détruire la famille? Ce n'est pas toi. Sa sincérité apparente m'a touchée. J'ai pris un risque. Je lui ai tout raconté. L'invitation,
l'humiliation publique, les mots exacts de mon père, la publication d'Agathe, la fraude fiscale. Je n'ai rien omis. J'ai parlé pendant près de 20 minutes sans qu'elle m'interrompe. Quand j'ai eu fini, un lourd silence a pesé à l'autre bout du fil. Finalement, j'ai entendu un profond soupir. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. Je n'aurais jamais. Non, c'est faux. J'aurais dû m'en douter. Ils n'ont pas changé. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, intriguée. Élise, sa voix était maintenant empreinte d'une tristesse infinie. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelque chose qui s'est passé il y a des années, après la mort de Mémé, ta grand-mère. Elle avait laissé un peu d'argent pour nous trois, tes cousines et toi. Pas une fortune, mais assez pour aider à démarrer dans la vie. Tes parents étaient les exécuteurs testamentaires. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je n'avais jamais entendu parler de cet argent. Ils nous ont dit, à ma sœur et à moi, que l'héritage avait été presque entièrement absorbé par les dettes imprévues de Mémé. Nous avons reçu une somme symbolique. Nous n'avons jamais remis leur parole en doute. C'étaient tes parents, après tout. Bernard et Monique. Elle a prononcé leur nom comme s'ils avaient un goût amer. Mais maintenant que tu me racontes ça, la façon dont ils ont utilisé ton argent. Élise, je pense qu'ils nous ont menti. Je pense qu'ils ont volé une partie de l'héritage de leur propre nièce. J'étais sans voix. Une nouvelle strate de trahison venait de se révéler. Ce n'était pas un événement isolé. C'était un mode de fonctionnement, un système de prédation qui durait depuis des décennies. Je suis tellement désolée, ma chérie, a continué tante Isabelle, sa voix brisée par l'émotion. Nous t'avons laissé seule avec eux. Je n'aurais jamais dû couper les ponts. J'aurais dû me battre. Ce n'est pas ta faute, ai-je réussi à dire. Tu ne pouvais pas savoir. Peut-être, a-t-elle dit. Mais je sais maintenant. Et je ne vais pas rester les bras croisés. J'ai gardé quelques vieux papiers de l'époque. Je vais chercher. Et Élise, j'ai une lettre. Une lettre que Mémé m'a donnée juste avant de mourir, en me disant de ne l'ouvrir que si un jour j'avais de sérieux doutes sur ta mère et ton père. Je ne l'ai jamais ouverte. Je crois qu'il est temps. Cet appel a tout changé. Je n'étais plus seule dans ma bataille. J'avais une alliée. Une alliée qui détenait peut-être la clé pour comprendre la véritable profondeur de leur duplicité. J'ai raccroché, le cœur lourd mais l'esprit étrangement clair. Ma quête de justice personnelle venait de se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer mon argent ou ma dignité. Il s'agissait de déterrer des secrets de famille enfouis depuis longtemps. Et j'avais le sentiment que ces secrets allaient être bien plus sombres que ce que j'avais jamais imaginé. Les révélations de ma tante ont agi comme un catalyseur. Galvanisé par ce nouveau sentiment de validation, j'ai rappelé Maître Durand. J'ai de nouvelles informations, lui ai-je dit. Et je veux aller plus loin. Je veux un audit complet du compte de fiducie familiale. C'était un compte qui avait été mis en place par mes grands-parents, destiné à l'origine à l'éducation et au bien-être de leurs petits-enfants. J'y avais un droit théorique, mais mes parents en avaient toujours eu le contrôle total. Maître Durand, sentant l'importance de ce nouveau développement, a immédiatement engagé un expert comptable judiciaire. Les semaines qui ont suivi ont été un plongeon angoissant dans les chiffres et les relevés bancaires. Chaque soir, je recevais un résumé des découvertes de la journée. Et chaque soir, c'était un nouveau coup de poignard. Ce n'était pas seulement des chiffres sur une page. Chaque transaction frauduleuse était liée à un souvenir, une conversation, une promesse brisée. C'était comme si on réécrivait mon passé, en remplaçant les couleurs de la nostalgie par le gris sordide du mensonge. La première découverte a été un virement de 18 000 €, daté de la semaine de ma remise de diplôme universitaire. La mention était « Réparation urgente toiture ». Je me suis souvenu de cette période. Mes parents m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas assister à la cérémonie à cause de ce « problème de toit imprévu ». J'avais été déçu, mais j'avais compris. L'audit a révélé que cet argent n'avait jamais payé un couvreur. Il avait servi à financer la toute nouvelle cuisine équipée de ma sœur Agathe dans son premier appartement. Une cuisine que ma mère avait fièrement exhibée à toute la famille comme un cadeau bien mérité pour notre petite princesse. Ensuite, il y a eu les frais de scolarité de 9 000 €.
Cet argent avait été retiré pendant ma première année de master, une période où je mangeais des pâtes presque tous les jours pour joindre les deux bouts. J'avais demandé une petite aide à ma mère, qui m'avait répondu que les temps étaient durs pour tout le monde. L'argent n'avait pas payé de livres ou de frais d'inscription. Il avait payé des billets VIP pour un concert de U2 et un week-end de thalassothérapie pour ma mère et ses amis. Mais la découverte qui m'a fait le plus mal, celle qui m'a fait pleurer pour la première fois depuis le début de cette affaire, concernait la voiture ancienne de mon père. Une magnifique Peugeot 404 de collection. C'était sa fierté. Quand j'étais adolescente, il passait des heures à m'apprendre la mécanique dessus. C'était notre lien. Un jour, alors que nous étions couverts de cambouis, il m'avait dit, « Tu vois, Élise, tu as le sens de la mécanique, l'esprit d'un ingénieur. Un jour, cette voiture sera à toi. Tu es la seule qui comprend vraiment sa valeur. » Ces mots avaient été un trésor pour moi. L'audit a révélé une série de virements discrets, totalisant 34 000 € sur plusieurs années, vers un garage spécialisé dans la restauration de voitures de collection. Le compte de fiducie, mon héritage, avait payé pour la restauration complète de ma future voiture. La même voiture que mon père avait présentée à un magazine de collectionneurs comme le fruit de mes propres années de labeur et d'économie. Je suis restée assise dans le silence de mon bureau, les relevés bancaires étalés devant moi. Ce n'était pas la perte de l'argent qui me brisait le cœur. C'était le vol de mes souvenirs. Chaque moment de tendresse, chaque parole de fierté, chaque geste d'affection était maintenant entaché. Était-il jamais sincère? Ou n'étais-je qu'un pion dans leur long jeu de manipulation financière? La petite fille qui voulait rendre son père fier venait de comprendre qu'elle n'avait été que l'investisseur principal de son théâtre d'illusions. Maître Durand m'a appelé ce soir-là. C'est encore pire que ce que nous pensions, Élise. Ils ont systématiquement pillé ce compte. C'est de l'abus de biens sociaux qualifiés. Nous pouvons porter plainte au pénal. Voulez-vous le faire? J'ai regardé par la fenêtre la ville qui s'illuminait. Pour la première fois, j'ai hésité. Envoyer mes propres parents en prison? Mais alors que j'allais répondre, une notification de message est apparue sur mon téléphone. C'était ma mère. Et ce qu'elle a écrit a balayé toutes mes hésitations. Le message de ma mère était court, mais chaque mot était calculé pour inspirer la pitié et la culpabilité. J'ai peur, Élise. S'il te plaît, n'anéantis pas notre famille pour une histoire d'argent. Nous pouvons arranger les choses, nous te le promettons. J'ai relu le message plusieurs fois. Pas un mot d'excuse. Pas une reconnaissance du mal qu'ils avaient fait. Juste de la peur. La peur des conséquences. C'était le seul langage qu'ils comprenaient vraiment. La peur de perdre leur statut, leur confort, leur image publique. Ma douleur, mon humiliation, ma trahison, tout cela n'existait pas dans leur monde. Ma réponse a été tout aussi courte. Vous confondez anéantir et révéler. Je n'ai pas eu de réponse. Mais quelques jours plus tard, le cabinet d'avocats qui les représentait a contacté Maître Durand. Leur ton avait changé. La panique était palpable sous le jargon juridique. Ils proposaient un accord à l'amiable, une somme de 50 000 € en dédommagement, en échange de l'abandon de toutes les poursuites et de la signature d'un accord de non-divulgation mutuelle. Maître Durand m'a lu l'offre au téléphone. J'ai presque ri. Ils essaient d'acheter mon silence, ai-je dit. Exactement, a-t-il répondu. Ils veulent boucher les fissures avant que les voisins ne regardent à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On refuse, ai-je dit sans hésitation. Ce n'est plus une question d'argent. Je veux que la vérité soit établie. Je veux un jugement. Je veux que ce soit officiel. Le refus de l'accord a dû provoquer un électrochoc. Car le lendemain, pour la première fois depuis la soirée du banquet, mon père a rompu son silence. Il s'est présenté à l'accueil de mon entreprise. Ma secrétaire, nerveuse, m'a appelé. Monsieur Renaud est là. Il demande à vous voir. J'ai dit à ma secrétaire de le faire entrer dans mon bureau. J'ai choisi de ne pas me lever de mon fauteuil. Je l'ai regardé entrer. L'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte n'était pas le patriarche arrogant qui m'avait humilié. C'était un homme plus âgé, le dos légèrement voûté, un chapeau à la main. Sa fierté, autrefois si écrasante,
semblait n'être plus qu'un vêtement usé qui pendait sur ses épaules. Il est resté là, silencieux pendant un long moment. Tu as marqué ton point, Élise, a-t-il finalement dit, sa voix rauque. Mais tu es sur le point de nous ruiner. Est-ce que tu es fier de ça? J'ai soutenu son regard. J'ai vu l'homme qui m'avait appris la mécanique, l'homme dont j'avais cherché l'approbation toute ma vie. Et j'ai vu l'homme qui m'avait appelée mendiante. J'ai répondu d'une voix calme, dénuée de colère, juste remplie d'une immense lassitude. Non, je ne suis pas fière. Je suis fatiguée. Fatiguée de financer votre vie tout en étant effacée de votre histoire. Fatiguée d'être la solution à tous vos problèmes financiers et le bouc émissaire de toutes vos frustrations. Il a tenté de protester, d'ouvrir la bouche, mais j'ai levé la main. Tu m'as appelée une mendiante, papa. Alors j'ai arrêté de donner. Et soudain, tout le monde s'est souvenu de ce que je valais. C'est ironique, non? Il n'a pas répondu. Il n'a pas présenté d'excuses. Il n'a pas pleuré. Il a juste sorti un chéquier de sa poche, a signé un chèque et l'a laissé en blanc sur mon bureau. Un geste ultime de pouvoir, ou de désespoir. Prends ce que tu veux. J'ai glissé le chèque sur la table pour le lui rendre. Ça n'a jamais été à propos de ton argent, ai-je dit doucement. Ça a toujours été à propos du mien. Il a pris le chèque, a remis son chapeau et est parti sans un autre mot. La conversation était terminée. Quand la porte s'est refermée, j'ai ouvert ma boîte de réception. Un email officiel du système judiciaire venait d'arriver. Objet, notification d'audience préliminaire, abus de confiance sur fiducie. La date était fixée. Cette fois, ils allaient devoir se présenter. Non pas pour célébrer, mais pour répondre de leurs actes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La nouvelle de la convocation au tribunal s'est répandue dans la famille comme une fuite de gaz. D'abord silencieuse et insidieuse, puis explosant dans tous les groupes de discussion dont j'avais été exclu. Ils n'avaient jamais vraiment cru que j'irais jusqu'au bout. Dans leur esprit, j'étais toujours là, dramatique, celle qui fait des scènes mais qui finit toujours par revenir, par pardonner, par payer. Ils s'attendaient à ce que je garde le silence pour préserver la paix, pendant qu'ils continuaient leur festin. Mais cette fois, je n'étais pas sur le menu. J'étais le témoin principal à charge. Les jours précédant l'audience ont été intenses. Maître Durand et moi avons travaillé sans relâche. Nous avons rassemblé chaque pièce du puzzle, une chronologie détaillée des événements, des relevés de comptes surlignés, des captures d'écran des messages où ma mère me demandait de l'aide juste pour ce mois-ci, des emails où mon père parlait de nos investissements. Toutes les dettes invisibles que j'avais portées pendant des années étaient maintenant rendues visibles, imprimées noir sur blanc. La veille de l'audience, j'ai reçu un message d'Agathe. C'était la première fois qu'elle me contactait directement depuis sa publication sur Facebook. Si tu fais ça demain, je te jure que je ne te le pardonnerai jamais. Pas d'excuses. Pas de déni. Juste un avertissement. Comme si ma tranquillité d'esprit dépendait de sa permission. Je n'ai pas répondu. J'ai compris que certaines personnes ne veulent pas la réconciliation. Elles veulent la restauration de la version de vous qui les arrangeait, celle qui restait silencieuse. La salle d'audience était stérile, l'air chargé d'une tension palpable. Mes parents et Agathe étaient assis de l'autre côté de l'allée, le dos raide, flanqués d'un avocat qui n'arrêtait pas de regarder sa montre. Ils évitaient mon regard. J'ai remarqué que ma tante Isabelle était assise quelques rangs derrière moi. Elle m'a fait un petit signe de tête encourageant. Sa présence était un réconfort immense. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, a rapidement pris le contrôle des débats. L'avocat de mes parents a tenté de minimiser l'affaire, parlant d'un différend familial malheureux, d'un arrangement informel entre parents et enfants, et d'un malentendu totalement disproportionné. Il a essayé de me peindre comme une fille ingrate et vindicative. Mais les mots ne pouvaient rien contre les faits. Maître Durand a pris la parole. D'une voix calme et méthodique, il a déconstruit leur narratif. Il n'a pas fait de grands discours. Il a utilisé des chiffres, des dates, des documents. Il a projeté des graphiques sur un écran.
Un graphique montrant les paiements réguliers de ma SARL vers le crédit de l'appartement d'Arcachon. Un autre montrant le siphonnage systématique du compte de fiducie, avec des flèches indiquant les destinations finales, le restaurateur de voitures, le voyagiste, le magasin de cuisine. Il a lu à haute voix la publication Facebook d'Agathe, puis a présenté l'email de mon partenaire commercial inquiet. Chaque preuve était un clou de plus dans le cercueil de leurs mensonges. L'avocat de la défense a objecté à plusieurs reprises, mais le juge l'a calmement repoussé à chaque fois. Elle n'était pas impressionnée par leur théâtre. Finalement, elle s'est tournée vers moi. La salle est devenue silencieuse. Mademoiselle Renaud, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la pièce. Quelle est l'issue que vous recherchez aujourd'hui? Je me suis levée. J'ai senti tous les regards sur moi. J'ai pris une inspiration et j'ai parlé, ma voix claire et ferme. Votre honneur, je ne cherche ni vengeance ni destruction. Je ne demande qu'une seule chose, la vérité sur papier. Je souhaite que les archives officielles correspondent enfin à la réalité. C'est tout. La juge a hoché la tête, un léger signe d'approbation dans ses yeux. Elle a feuilleté les documents devant elle. Puis, avec un coup de maillet qui a semblé sceller des décennies de mensonges, mon nom n'était plus une note de bas de page dans leurs finances. C'était le titre principal. Et pour la première fois, la pièce est devenue silencieuse sans que personne n'ait besoin de m'escorter dehors. Ils ne m'ont pas adressé la parole après l'audience. Pas un regard, pas un mot. Ils sont sortis de la salle d'audience, le visage fermé, et ont disparu dans un taxi. C'était un silence différent de celui de mon père dans mon bureau. C'était le silence qui suit la fin d'une pièce de théâtre, quand les lumières se rallument et que les acteurs redeviennent des étrangers. Le spectacle était terminé. Le jugement officiel est tombé quelques semaines plus tard. Ce n'était pas une condamnation pénale. Il n'y a pas eu de menottes ni de gros titres dans les journaux, et c'était très bien comme ça. Mais le jugement était contraignant et sans appel. Le tribunal a ordonné la restitution de tous les fonds détournés du compte de fiducie. L'argent ne m'est pas revenu à moi, mais a été réinjecté dans la fiducie, désormais gérée par un administrateur indépendant, pour le bénéfice futur et équitable de tous les héritiers. Le titre de propriété de l'appartement d'Arcachon a été transféré de manière permanente et légale à mon nom. Et mes parents ont été officiellement démis de toute autorité ou accès futur aux actifs qu'ils n'avaient pas gagnés. Agathe a été contrainte par ordonnance du tribunal de supprimer sa publication diffamatoire et de publier un court message de rétractation. Maître Durand a appelé cela une « justice élégante ». J'ai appelé cela un « rééquilibrage ». Les semaines qui ont suivi ont été étrangement calmes. Mon téléphone est resté silencieux. Glorieusement silencieux. Pas de demande de dernière minute, pas d'urgence fabriquée, pas de tentative de chantage affectif pour « juste un petit coup de main ce mois-ci ». J'ai redécouvert le plaisir simple de la tranquillité d'esprit, une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Puis, un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. Juste une enveloppe blanche. Mon cœur s'est serré un instant. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre. Juste une seule photo. C'était une photo prise lors du fameux banquet. Une photo professionnelle. Toute la famille était là, habillée en argent et bleu marine, trinquant sous des lustres de cristal. Ils souriaient tous à l'objectif, l'image parfaite d'une famille unie et prospère. Et puis je me suis vue. En arrière-plan, flou mais indubitablement moi. L'objectif m'avait capturé à mi-chemin de ma sortie, le dos tourné, la silhouette solitaire se dirigeant vers la porte. Le moment même où ils m'avaient effacé de leur vie, immortalisé par accident. J'ai retourné la photo. Quelqu'un avait écrit quelques mots au dos, d'une écriture rageuse que je ne connaissais que trop bien, celle de ma mère. C'est le moment où tu as tout détruit. J'ai tenu la photo pendant un long moment, regardant cette scène sur papier glacé. J'ai regardé leur sourire forcé et ma silhouette en partance. J'ai pensé à la signification de ces mots. Tu as tout détruit. Et j'ai réalisé qu'elle avait tort. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement exposé ce qui était déjà en ruine. Je me suis dirigé calmement vers le destructeur de documents que j'avais dans mon bureau. J'ai inséré la photo dans la fente.
Le bruit de la machine déchiquetant le papier glacé était étrangement satisfaisant. Parce que ce qui s'était effondré ce soir-là, ce n'était pas une famille. C'était l'illusion d'une famille. Une illusion qu'ils avaient construite avec mon argent, mon silence, et mon besoin désespéré d'appartenir. Et une fois que cette illusion avait brûlé, ce qui restait n'était pas des cendres. C'était la liberté. La destruction de cette photo a été un acte symbolique, le point final d'un chapitre douloureux de ma vie. Dans les mois qui ont suivi, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais jamais connue. C'était plus que l'absence de drame, c'était la présence de quelque chose de nouveau, moi-même. Libérée du poids écrasant de la recherche de leur approbation, j'ai commencé à découvrir qui j'étais vraiment, en dehors du rôle de la fille obéissante ou du sauveur financier. Ma tante Isabelle est devenue un pilier dans ma vie. Nous nous appelions chaque semaine. Elle m'a raconté des histoires sur ma grand-mère, me montrant une facette de ma famille que j'ignorais. Elle était devenue la famille que j'avais choisie, une famille basée sur le respect mutuel et l'honnêteté. La lettre de ma grand-mère, qu'elle a finalement ouverte, ne contenait pas de détails financiers, mais un avertissement prophétique: fais attention au charme de Bernard et à l'ambition de Monique. Leur amour pour l'apparence dépasse souvent leur amour pour les gens. Ces mots, écrits 20 ans plus tôt, étaient une validation douloureuse mais nécessaire. Un jour, alors que je me tenais sur le balcon de l'appartement d'Arcachon, je n'ai pas ressenti de triomphe. L'endroit était magnifique, mais il était hanté par de mauvais souvenirs. J'ai réalisé que je ne voulais pas de cet héritage empoisonné. Le garder serait comme conserver une cicatrice infectée. J'ai pris une décision. J'allais le vendre. La vente s'est faite rapidement. Avec le produit de la vente, une somme considérable, je ne voulais pas acheter une voiture de sport ou faire un voyage autour du monde. Je voulais transformer cette énergie négative en quelque chose de positif. Je voulais que ma douleur serve à quelque chose. C'est ainsi qu'est née la Fondation Élise Renault. J'ai passé les 6 mois suivants à travailler avec Maître Durand et des conseillers pour mettre en place la structure. L'objectif de la Fondation était simple mais précis: offrir un soutien juridique et financier aux personnes, en particulier les femmes, victimes d'abus financiers au sein de leur propre famille. Je voulais leur donner les outils que j'avais dû acquérir dans la douleur, leur montrer qu'elles n'étaient pas seules et qu'il y avait une issue. Je n'oublierai jamais le premier cas que nous avons accepté. C'était une jeune artiste peintre de la région de Lille, appelons-la Manon. Ses parents contrôlaient entièrement ses finances, prétextant qu'elle était trop artiste pour comprendre l'argent. Ils utilisaient les revenus de ses ventes de tableaux pour financer leur propre style de vie, ne lui laissant qu'une maigre allocation, la maintenant dans un état de dépendance infantile alors qu'elle approchait de la trentaine. Son histoire faisait écho à la mienne, bien que les détails soient différents. Avec l'aide de la Fondation, nous lui avons fourni un avocat spécialisé. Nous l'avons aidé à ouvrir son propre compte bancaire, à créer sa propre structure juridique pour gérer son art et à entamer des poursuites pour récupérer les fonds qui lui avaient été volés. Le jour où elle m'a appelé, en larmes, pour me dire qu'elle venait de signer le bail de son propre atelier, un endroit que ses parents lui avaient toujours refusé, j'ai ressenti une joie plus profonde et plus authentique que n'importe quelle réussite professionnelle. Je me tenais dans mon bureau, regardant le soleil se coucher sur Bordeaux, et j'ai souri. J'avais perdu une famille, c'est vrai. Mais sur ces ruines, j'avais commencé à construire quelque chose de bien plus grand, un héritage. Pas un héritage de biens matériels ou de faux semblants, mais un héritage de force, de résilience et d'espoir. Un héritage qui prouvait que même après l'incendie le plus dévastateur, de nouvelles choses pouvaient pousser, plus fortes et plus belles qu'avant. Mon histoire a une fin. Une fin difficile, mais une fin qui m'a permis de me reconstruire. Cependant, je suis profondément consciente que, dehors, des milliers d'histoires similaires sont encore en cours, se déroulant en silence derrière des portes closes. Le silence est le terreau de l'injustice. Il permet à la manipulation de prospérer, à l'abus de s'enraciner. C'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de partager mon parcours avec vous aujourd'hui. Pour briser ce silence. Ce voyage douloureux m'a enseigné une leçon fondamentale: la véritable indépendance n'est pas seulement financière. C'est avant tout une indépendance émotionnelle. C'est ce moment de bascule où vous réalisez que votre valeur intrinsèque n'est pas négociable. C'est comprendre que vous n'avez besoin de la permission ou de l'approbation de personne, pas même de ceux qui vous ont donné la vie, pour valider qui vous êtes.
Ne laissez jamais personne vous convaincre que votre valeur se mesure à votre capacité à endurer le manque de respect en silence. Pendant des années, j'ai cru que donner sans compter était une preuve d'amour. J'ai appris que l'amour sans respect est une cage dorée. J'ai cru que pardonner l'impardonnable était une preuve de force. J'ai appris que parfois, la plus grande force réside dans le fait de tracer une ligne infranchissable et de dire « ça suffit ». Protéger sa paix intérieure n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de survie essentiel. Aujourd'hui, je ne ressens plus de colère envers mes parents ou ma sœur. Je ressens une sorte de pitié distante. Ils sont prisonniers de leur propre théâtre, condamnés à jouer éternellement des rôles dans une pièce dont le public est parti. Ma liberté a été de quitter la scène. La Fondation Élise Renault continue de grandir. Chaque personne que nous aidons me rappelle que transformer la douleur en pouvoir est l'alchimie la plus puissante qui soit. Mon héritage ne sera pas un appartement avec vue sur la mer ou une voiture de collection. Mon héritage, j'espère, sera les portes que j'aurai aidé d'autres à ouvrir, les chaînes que j'aurai aidé d'autres à briser. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché une corde sensible, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits de vie. Votre soutien permet à ces histoires d'être entendues. Mais plus important encore, si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez vécu une trahison similaire, une dynamique familiale toxique, ou si vous vous êtes battu pour votre indépendance, s'il vous plaît, partagez un morceau de votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vos mots peuvent être une lueur d'espoir, un phare pour quelqu'un qui se sent perdu dans l'obscurité en ce moment même. N'oubliez jamais que votre histoire a de la valeur, et que votre voix mérite d'être entendue. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.